Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, la HGA, l'histoire générale de l'Afrique, écrite par des scientifiques africains à 2/3 et 1/3 de non-africains sous l'égide de l'UNESCO. Pour introduire mon propos, je vais vous lire le à propos du projet, qui est la présentation du projet par Betwem Alan Ogot, président du Comité scientifique international pour la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique, 8 août 1979. La conférence générale de l'UNESCO, à sa 16e session, a demandé au directeur général d'entreprendre la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique. Ce travail considérable a été confié à un comité scientifique international créé par le Conseil de 1970. Au terme des statuts adoptés par le Conseil en 1971, ce comité se compose de 39 membres, comme je vous ai déjà dit, 2/3 d'Africains et 1/3 de non-Africains. Siégeant à titre personnel est nommé par le directeur général de l'UNESCO pour la durée du mandat du comité. La première tâche était de définir les principales caractéristiques de l'ouvrage, tout en cherchant la plus haute qualité scientifique possible. L'Afrique est considérée comme un tout, elle n'est pas subdivisée comme dans les œuvres passées, les liens historiques de l'Afrique avec les autres continents reçoivent une attention qu'ils méritent. L'histoire générale de l'Afrique est avant tout une histoire des idées, des civilisations, des sociétés, des institutions. Elle se fonde sur une grande diversité des sources, que ce soit la tradition orale, l'artistique, l'archéologie, enfin tout ce qu'on peut trouver comme source possible et imaginable pour restituer le passé. En montrant le vrai visage de l'Afrique, l'histoire pourrait, à une époque dominée par les rivalités économiques et techniques, proposer une conception particulière des valeurs humaines. On voit bien que ça a été écrit entre les années 60 et 80. Ça sent la guerre froide dans les termes. Le comité a décidé de présenter l'ouvrage, portant sur 3 millions d'années, en 8 volumes, avec des pages de texte, des illustrations, des photographies, des cartes et des dessins. Pour chaque volume, il est désigné un directeur principal qui est assisté, le cas échéant, par 1 ou 2 co-directeurs. Les directeurs de volume sont choisis à l'intérieur comme à l'extérieur du comité. Chaque volume comprend une trentaine de chapitres. Chaque chapitre est écrit par un auteur principal et qui peut être assisté par des collaborateurs. Les auteurs sont choisis par le comité au vu de leur CV. Le comité veille particulièrement à ce que toutes les régions du continent ainsi que d'autres régions ayant eu des relations historiques ou culturelles avec l'Afrique soient dans la mesure du possible équitablement représentées par les auteurs. Après leur approbation par le directeur de volume, les textes des différents chapitres sont envoyés à tous les membres du comité pour qu'ils en fassent la critique. Au surplus, le texte du directeur de volume est soumis à l'examen d'un comité de lecture désigné au sein du comité scientifique international en fonction des compétences des membres. Ce comité est chargé d'une analyse approfondie du fond et de la forme des chapitres. C'est phénoménal. 8 livres qui vont traiter de toute l'histoire de l'Afrique. Il ne faut pas oublier un point très important. Au moment où cette énorme œuvre est mise en marche, on est dans les années 60, ça va se poursuivre dans les années 70-80, mais il ne faut pas oublier que au plein moment de la rédaction, c'est-à-dire dans les années 70, des pays africains ne sont pas encore indépendants. Jusqu'au milieu de la décennie, toutes les colonies portugaises, comme l'Angola, sont encore colonisées. Djibouti est encore colonisé, les Comores aussi. Et donc c'est une histoire de l'Afrique dans ce qu'il y a de plus total, et il ne faut pas oublier que le point le plus important, c'est que quand cette histoire du continent a été faite, le royaume politique n'était pas encore totalement conquis pour tous les Africains. Et ils étaient déjà dans la conquête du royaume historique. Après vous avoir introduit un petit peu le contexte, maintenant je vais vous donner la méthodologie et la genèse. Il y aura diverses réunions d'experts. Par exemple en 1966 sur les origines et motivations du projet ainsi que ses caractéristiques et sa mise en œuvre. La réunion d'Abidjan, elle, concernera les sources et leur exploitation. En 1970, la réunion d'experts a été convoquée pour des questions de conception et de contenu de l'ouvrage. Comment on va présenter cela? Et ça fait place à beaucoup de débats. La réunion de 1974, elle porte vraiment sur l'historiographie sur une question précise. Les contacts historiques entre l'Afrique de l'Est et Madagascar d'une part et l'Asie du Sud-Est d'autre part par les voies de l'océan Indien. En effet, il ne faut pas oublier un truc extrêmement important. L'océan Indien est un bassin de civilisation
tout aussi merveilleux que le bassin méditerranéen. Certes, on parle beaucoup de la Méditerranée en France parce que de la Méditerranée est née la société française, mais l'océan Indien est extrêmement important. La réunion de 1977 porte sur l'historiographie et les traditions historiographiques. En 1979, il y aura une autre réunion d'experts sur la méthodologie de l'histoire contemporaine de l'Afrique à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui est encore appelé à l'époque par son nom colonial, la Haute-Volta. Problème de l'historiographie africaine et philosophie de l'histoire générale de l'Afrique. Voilà. L'étude de l'histoire récente, ça pose énormément de questions. Quand ils ont créé la HGA, est-ce qu'on s'arrête à une date précise et on dit « Oula, après, on n'en parle plus » ou est-ce qu'on parle des problèmes politiques, de la psychologie, de la méthodologie? Est-ce qu'on aborde les sujets très présents? Est-ce que c'est encore de l'histoire? Et ça, c'est pas qu'un débat qu'on a eu pour la HGA, on en a partout. Par exemple, quelle est la différence entre l'histoire et l'actualité? Est-ce que, par exemple, les événements de 2016 ou de 2017, c'est de l'histoire parce qu'on est en 2018 ou est-ce que c'est encore un petit peu l'actualité? Comment les traiter? Eh bien, ce problème-là se posait déjà dans les années 70. Évolution des points de vue sur Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et Haïlé Sélassié. Ce sont 3 chefs d'État, je suis désolé, j'ai dû massacrer leur nom. C'est pas vraiment facile de prononcer, je devrais avoir la phonétique, ça me permettrait vraiment de vous offrir un travail de meilleure qualité. Parce que ces 3 chefs d'État, qui étaient des chefs d'État à l'époque de la décolonisation, ils sont plus au pouvoir et ceux qui les ont remplacés vont pas faire de la pub pour les prédécesseurs. Autre problème, les problèmes de l'historiographie contemporaine de l'Afrique, méthodologie, biais et perspectives. Voilà. Comment on traite l'histoire contemporaine? Est-ce qu'on garde les mêmes structures qu'avant ou est-ce qu'on prend de nouvelles structures? Parce que l'historiographie de l'Afrique avant la décolonisation, est-ce qu'on peut adapter ces structures-là à une Afrique décolonisée ou colonisée? Grande question. Toujours sur la question contemporaine et politique. Et enfin, la dernière réunion, 1986, groupe de travail visant à déterminer les modes de mise en œuvre d'un modèle de manuel d'histoire sur la base de la version abrégée sur la HGA. En gros, on a déjà réfléchi à faire un manuel d'histoire tiré de la HGA. Mais au-delà de ces réunions d'experts qui peuvent aborder des questions assez techniques, on a aussi les comités scientifiques internationaux. Le premier se déroulera à Addis Abeba, en Éthiopie, du 22 au 26 juin 1970. Après, il y aura une première réunion plénière du comité scientifique à Paris du 30 mars au 8 avril 1971, où il y aura des propositions du professeur Cheikh Anta Diop, le père de l'historiographie africaine, le règlement intérieur, guide pour la préparation de l'histoire générale de l'Afrique. Donc voilà, là on pose les bases. Il y aura d'autres réunions comme celle au Caire en novembre 1971, celle au Rwanda en juillet 1972, une autre en Zambie en 1973, en mai 73, une autre toujours à Addis Abeba mais en décembre 73 et enfin une au Maroc en février 1975. Une autre à Cotonou, au Bénin, toujours en 1975, une à Paris en 1977, c'est-à-dire que c'est un projet pas que africain, hein, il y a quand même une vision internationale. Hein. On n'a pas fait, on va faire une histoire de l'Afrique, les Blancs, allez hop, vous vous cassez. Non, on a intégré des scientifiques européens. Il y aura toujours une 8e réunion en 1978, une autre à Paris en 1979, une autre encore à Paris en 1980, une à Brazzaville en 1983 et une à Brazzaville et à Paris en 1985. Ça veut dire que plusieurs fois, le comité s'est réuni à aborder des questions épistémologiques et méthodologiques pour fournir à l'Afrique une histoire digne de son nom. Maintenant, je vais vous décrire chaque volume, vous donner un petit résumé, mais n'oubliez pas que tout est dans la description et que les 8 volumes sont dans la description. Donc le premier volume est écrit par Joseph Kizerbo. Né en 1922, mort en 2006, c'est un historien et homme politique burkinabé formé à Paris
qui a enseigné à Orléans, Paris, Dakar, président de l'Association des historiens africains, membre éminent du conseil exécutif de l'UNESCO, homme politique et grand intellectuel de son temps. Le premier volume, donc, concerne l'historiographie, l'histoire de l'histoire, la méthodologie, la source, les migrations, les aspects linguistiques. On présente le cadre chronologique et une fois qu'on a posé cette fondation qu'est la base de toute démarche scientifique, c'est-à-dire la méthodologie, on attaque directement par l'histoire de la préhistoire africaine et de l'apparition de l'homme, qui sont intimement liés. Et donc, ce premier livre couvre la préhistoire africaine. Le deuxième volume est écrit par... le directeur de volume, c'est G. Mokhtar. Je n'ai rien trouvé sur Internet concernant cet homme ou cette femme, mais je pense sûrement que c'est un homme. Peut-être que mes recherches me font défaut, sûrement, faut être honnête. Mais le deuxième volume porte sur l'Afrique ancienne. C'est-à-dire que du 1er au 12e chapitre, on traite de la vallée du Nil, de l'Égypte et de la Nubie. Les chapitres 13 et 16 traitent des hauts plateaux éthiopiens, desquels va naître des sociétés merveilleuses. Faut pas oublier que l'Empire d'Éthiopie est resté jusqu'en 1975 et qu'ils ont mis une raclée aux Italiens en 1896. C'est le seul pays africain qui y est arrivé. Les chapitres 17 et 20 traitent de la partie de l'Afrique qui sera appelée plus tard le Maghreb. La majeure partie du volume est consacrée à la civilisation de l'Égypte, ancienne en raison de sa place éminente au premier temps de l'histoire de l'Afrique. Et il ne faut pas oublier que malheureusement, on souffre de manque de données pour tout ce qui est Afrique de l'Ouest, par exemple. À cause de l'humidité, dans tout ce qui est pays tropical, pas qu'en Afrique de l'Ouest, le sol est hyper acide, donc pour garder des traces, bonne chance. Donc ce chapitre traite vraiment du nord de l'Afrique et on descend au maximum dans l'Éthiopie. Mais c'est difficile, même si on arrive à parler dans le chapitre 21 et 29 du reste du continent, on manque de sources, d'objets, dirons-nous, et de contenu. On est vraiment dans une difficulté historiographique. Mais sur 8-9 chapitres, on tente de remplir ce manque avec ce deuxième volume. Le troisième volume, écrit par un Tchèque, Ivan. Alors là, comment le prononcer? Il y a un H, un R, un B, un E et un K. Bon, je vais pas le prononcer parce qu'à un moment, là c'est trop dur. Là, bon, il est né en 1923, il est mort en 1993 et son volume porte quelque chose de très important parce qu'il porte du 7e au 11e siècle où il y a l'expansion de deux civilisations et de cultures très importantes. L'islam d'un côté et les cultures bantoues. Donc ce sont des éléments qui vont avoir une importance cruciale dans l'histoire africaine parce qu'on va étudier les dynasties islamiques qui se succèdent en Afrique du Nord et la progression de cet islam dans l'Afrique. Et on fera de même pour les Bantous, on étudiera l'expansion et les conséquences de ces deux civilisations sur l'Afrique. Le 4e volume, lui, est écrit par Djibril Tamsir Niane, qui est né en 1932 et qui est toujours vivant en septembre 2018. C'est un historien guinéen spécialiste de l'histoire du Mandé, notamment de l'Empire du Mali. Alors, le Mandé, qu'est-ce que c'est? Le Mandé, c'est une région située en Afrique de l'Ouest. C'est l'espace compris aujourd'hui entre le Mali et la Guinée et le principal grand foyer historique de la communauté mandingue. C'est-à-dire que c'est un spécialiste d'un foyer civilisationnel comme les Athènes, comme les... Voilà, ce sont des régions où sont nés beaucoup d'empires, de choses qui ont fait l'histoire. L'Empire du Mali, petit rappel, en cas que ce soit un peu trop pour vous, l'Empire du Mali, c'est un État africain médiéval et qui couvre beaucoup d'États, parce qu'on a le Sénégal, on a une partie du Mali, enfin voilà, c'est un gros État, et ça couvre une belle zone de l'Afrique occidentale. Donc, je reviens sur mon 4e volume, qui lui couvre l'histoire africaine du 12e au 16e siècle. Cette période constitue une période cruciale dans l'histoire du continent, car il y a
une propre culture et des documents écrits deviennent fréquents. Enfin, on repart sur de l'histoire un peu plus traditionnelle. On a du papier, on a du contenu, on peut travailler dessus. Il y a trois grands thèmes. L'expansion de l'islam, faut pas oublier, hein. L'islam est une donnée fondamentale dans l'histoire africaine, le développement des relations commerciales, des échanges culturels et des contacts humains et l'essor des royaumes et des empires. En effet, faut penser à l'empire du Mali, l'empire Songhai. Donc il y aura une première partie consacrée aux Almohades et suivie de ce chapitre étudie les différentes civilisations de l'Afrique de l'Ouest. État malien, empire Songhai, royaume de la boucle du Niger, du bassin de la Volta et du Tchad, État des Haoussa, population côtière, ou même les populations dans le Cameroun. Les chapitres 15 et suivants couvrent l'Afrique de l'Est, du Nord-Est, l'Égypte et les États de la Corne de l'Afrique, en passant par la Nubie et l'Éthiopie, et présentent des matériaux sous le développement de la civilisation Swahili. L'Afrique centrale fait l'objet de chapitres consacrés à la zone située entre la côte et les grands lacs. Voilà, il y a vraiment dans ce volume-là une étude complète de ces zones-là, avec les lacs Tchad, avec toutes ces zones-là, l'Afrique australe, l'Angola et tout, Madagascar, ces îles, enfin voilà, il y a vraiment un balayage total de l'Afrique, aidé par, plus on se rapproche de la modernité, des temps présents, plus on a de matière pour travailler. 5e volume, écrit par Bethuel Allan Ogot. Né en 1929 et toujours vivant en septembre 2018, c'est un historien kényan, professeur d'histoire, coordinateur d'université, docteur en sociologie et sciences politiques, qui va faire une maîtrise en droit et sciences sociales, qui va étudier à Londres, qui va recevoir énormément de prix, va écrire énormément de choses, qui va diriger un département d'histoire au Kenya, enfin un homme très important là aussi, la fine fleur des intellectuels s'est réunie pour faire cet ouvrage, et le 5e volume porte sur le 16e siècle jusqu'au 18e siècle. Deux grands thèmes se dégagent, la poursuite du développement interne des États et des cultures de l'Afrique au cours de cette période et la participation croissante de l'Afrique au commerce international avec des conséquences majeures, mais alors imprévisibles pour le reste du monde. En Afrique du Nord, études sur les Ottomans qui vont conquérir le pouvoir en Égypte et établir des régences, comme on appelle ça. Au sud du Sahara, de nouvelles bases de pouvoir, Ashanti, Dahomey, de nouvelles structures politiques qui vont redéfinir un petit peu la façon dont on pourrait définir l'État africain. Le long de la côte et particulièrement en Afrique de l'Ouest, les Européens tissent un réseau commercial avec le développement de l'agriculture et de plantation du Nouveau Monde, qui va devenir le centre de la traite négrière. Ainsi que la traite, il y a une petite analyse qui porte en germe l'actuelle mondialisation de l'économie avec toutes les inégalités qu'elle comporte. Et oui, on fait référence à la situation actuelle de l'Afrique. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas partial, ils se servent de la traite négrière pour justifier les inégalités et tout ça. Faut pas oublier, malgré ce qu'on a beau dire, hier écrit aujourd'hui, aujourd'hui écrit demain. On va passer au 6e volume qui traite de l'Afrique au 19e siècle jusqu'aux années 1880. Écrit par Jacob Festus Adeniyi Ajayi, né en 1929 lui aussi, mort en 2014, qui vient du Nigeria, plus précisément les deux civilisations Oyo, qui va travailler sur l'historiographie africaine, qui va travailler dans des universités, l'université of Iban et l'université de Lagos. Il va faire de nombreux travaux sur les Yoruba, sur les missions de christianisation au Nigeria, sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Enfin voilà, il va là aussi un grand historien. Donc, le volume 6 couvre l'histoire de l'Afrique depuis le début du 19e siècle jusqu'à la mainmise des puissances coloniales. En effet, à partir de 1880, on part sur d'autres logiques. En dépit de la présence toujours plus excessive des Européens, on assiste à une véritable révolution
en Afrique. En effet, la phase qu'on a connue en Europe au XVIe, XVIIe siècle, avec une centralisation étatique des États, que ce soit en France, en Autriche, en Espagne, là, l'Afrique est en train de le faire. Il y a une nouvelle façon de gérer l'État, une nouvelle façon d'être un dirigeant. Et en plus, il y a deux séquences d'événements déterminants qui ne doivent pratiquement rien aux influences étrangères. Les Mefkans en Afrique australe, avec ses répercussions en Afrique centrale et orientale, et les mouvements des réformateurs musulmans en Afrique de l'Ouest. Le livre s'ouvre sur 4 chapitres thématiques consacrés aux principales forces à l'œuvre dans la société africaine au début du siècle, à l'évolution du rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale, aux nouvelles tendances et processus à l'œuvre et aux conséquences de l'abolition de la traite négrière. Ils sont suivis de 23 chapitres consacrés à l'évolution des situations et des différentes régions. Cette œuvre est extrêmement bien faite parce qu'on voit un petit peu l'évolution qui amène jusqu'à la chute finale de l'Afrique dite traditionnelle. Le 7e volume porte sur l'Afrique sous domination coloniale 1880-1935, écrit par Albert Adou Bohem, ghanéen, qui est un académicien et un universitaire au Ghana, qui a été professeur, qui a été aussi candidat à l'élection présidentielle en 1992. Voilà, et qui a une carrière académique, politique, qui a écrit beaucoup de livres sur le Sahara, sur le Sud-Soudan, sur l'Afrique de l'Ouest, enfin l'évolution, les changements entre le 19e et le 20e siècle, enfin énormément d'ouvrages. Et son volume porte sur la période de partage, de conquête et d'occupation coloniale. Les 2 premiers chapitres se penchent sur les attitudes des Africains et leur degré de préparation face au phénomène colonial, et sur l'historique des ambitions impériales européennes. Les 7 chapitres suivants examinent les initiatives et réactions africaines face à la partition jusqu'à la Première Guerre mondiale. En gros, si vous voulez faire un travail sur la résistance africaine contre la colonisation, c'est l'endroit. Les chapitres 13 et 21 étudient l'impact économique et social des systèmes coloniaux en Afrique de 1919 à 1935, le fonctionnement de l'économie coloniale dans les diverses zones, l'émergence de nouvelles structures sociales, l'évolution démographique et l'affirmation du nationalisme politique africain et l'interaction entre l'Afrique noire et les Noirs du Nouveau Monde. Le Libéria et l'Éthiopie, qui sont des cas particuliers, parce que jusqu'en 1935, l'Éthiopie n'est pas colonisée. Ils ont réussi à sauver leur liberté. C'est un livre très important parce qu'elle montre la colonisation, mais pas du point de vue peu qu'on veut montrer, et on construit des routes et tout. Non, il y a véritablement une étude de la colonisation, mais à l'intérieur de l'Afrique. Le volume 8, le dernier, écrit l'Afrique depuis 1935. Le 8e et dernier volume de l'histoire générale de l'Afrique étudie la période qui va de 1935 à nos jours. On s'arrête en 1998. C'est écrit par Christophe Wondji, qui est un historien ivoirien. Et là, on traite sur l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini, la Deuxième Guerre mondiale et le long combat pour l'indépendance de l'Afrique. La 5e partie traite des changements socio-culturels intervenus depuis 1935 et on parle aussi de l'indépendance africaine et des défis qu'elle doit faire face, malheureusement. Maintenant que je vous ai décrit les 8 volumes écrits, je vais vous donner quelques autres informations supplémentaires. Après le 8e volume, il y aura un volume 9, qui a été lancé par l'UNESCO lors d'une réunion à Addis Abeba en 2013, qui fait suite à la décision EXCLG 2015 des États membres de l'Union africaine. Il examinera les questions méthodologiques et théoriques ainsi que les nouveaux défis pour répondre aux demandes de la population et des besoins des jeunes en Afrique et de ses diasporas. Mettre à jour les connaissances de la HGA, analyser les différentes diasporas et identifier et analyser les nouveaux défis de l'Afrique. Donc il y aura un 9e volume qui va se faire dans le futur. On est en 2018, on croise les doigts pour le voir assez rapidement. Et ça concernait une première phase. Il y aura une deuxième phase qui a été lancée en mars 2009. Ce projet s'intitule « Utilisation pédagogique de l'histoire générale de l'Afrique ».
En effet, on a 8 volumes pour le moment. C'est des gros morceaux et c'est pas des volumes facilement utilisables dans les programmes actuels en Afrique. Hein, c'est des gros contenus, c'est pas permis à tout le monde déjà de pouvoir les consulter parce que ça coûte de l'argent quand même pour avoir les 8 volumes. Toutes les bibliothèques ne les ont pas, je parle même pas des écoles. Et donc, il faut faire un progrès pour que ce magnifique outil puisse être accessible à tous et surtout par le biais de l'histoire à l'école. En conclusion, je vous invite à aller dans les sources. J'ai mis le site de l'Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Il y a les comptes rendus de toutes les réunions, il y a les volumes, il y a énormément de sources, ce qui vous permettra, à coup sûr, de voir l'Afrique, mais de manière totalement différente. Et ça va être une grande expérience intellectuelle pour vous. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, faire la promotion de la chaîne. Bonne fin de journée, au revoir.